Bienvenue dans le débat. Volodymyr Zelensky limoge son ministre de la Défense. Oleksiy Reznikov a remis sa démission au Parlement. Le ministre est fragilisé par plusieurs scandales qui ont secoué son ministère depuis un an. Des commissions disproportionnées sur l'achat de munitions, des produits alimentaires surfacturés, des treillis achetés à prix gonflés. Le président ukrainien a promis de renforcer la lutte contre la corruption. Le limogeage de Reznikov a d'ailleurs lieu au moment de la chute du milliardaire Laure Kolomoïski, placé en détention pour fraude et blanchiment. Zelensky a annoncé remplacer son ancien ministre par Roustem Oumerov, un éminent responsable de la communauté des Tatars de Crimée qui a représenté Kiev dans des négociations avec Moscou. Alors à quoi assiste-t-on? Le limogeage du ministre de la Défense est-il un tournant pour Zelensky? La lutte contre la corruption, est-ce l'autre guerre de Zelensky? La pression américaine et même européenne joue-t-elle un rôle? Quels sont les liens avec la contre-offensive ukrainienne qui marque quelques victoires dans le sud et l'est? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anastasia Chapochkina. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. Maître de conférence en géopolitique à Sciences Po, spécialiste des relations Europe-Russie, présidente du think tank Eastern Circles. En face de vous, nous avons Jean de Glignasti. Bonsoir, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur en Russie. Merci d'être là. En face de vous, Guillaume Lasconjarias. Bonsoir, historien militaire, professeur à Paris-Sorbonne, ancien chercheur à l'OTAN. Nous avons également avec nous, en direct de Tbilissi, notre correspondant France 24 à RFI, Régis Janté. Bonsoir Régis. Bonsoir à vous. Co-auteur avec Stéphane Suan de Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros, et c'est aux éditions Robert Laffont. Oleksiy Reznikov remet donc sa démission au Parlement. On va d'abord faire un point en image avec Shirley Sidbon. Le scandale des vestes militaires aura été le dernier pour Oleksiy Reznikov, désormais ex-ministre de la Défense de l'Ukraine. Jamais cité dans les affaires de corruption, il tente souvent d'expliquer que les accusations contre son ministère sont montées en épingle. Ce jour-là, il s'agit de milliers de vestes commandées selon la presse à 29 $ l'unité et payées 3 fois plus cher. Pour couronner le tout, les vestes seraient inutilisables. Les habits livrés de Turquie sont des modèles d'été, peu adaptés à l'hiver ukrainien. Le ministre dément. Un journaliste d'investigation a écrit que le ministère a acheté des modèles d'été 3 fois moins chers. Et à ce moment-là, comme par un tour de magie à la Harry Potter, elles seraient devenues des vestes d'hiver. Tout ceci est faux. L'Ukraine est classée 116e pays sur 180 dans l'indice de perception de la corruption, même si sa situation s'améliore. Avant les vestes, c'était les repas des troupes qui alimentaient les soupçons. Les prix d'achat auraient été bien plus élevés que les prix du marché. Autre lieu de corruption, les centres de recrutement militaire. Selon les enquêteurs, des milliers de jeunes ont payé pour obtenir des exemptions médicales ou pour s'échapper du front. Il y a 112 procédures criminelles contre des agents du recrutement et 33 suspects. Parmi les personnes poursuivies, un colonel responsable désormais déchu du recrutement à Odessa qui aurait, selon la presse, acheté 7 villas luxueuses en Espagne. Anastasia Chapochkina, est-ce qu'on peut dire que Oleksiy Reznikov a été limogé pour corruption? Absolument, c'est l'accusation officielle. Il était limogé pour corruption. Maintenant, on voit dans les presses ukrainiennes aussi qu'il était fatigué. Il a dit qu'il était fatigué, mais il n'était pas limogé par la fatigue. Donc, exactement, et c'est la presse ukrainienne. Il a fait une sorte de pacte avec le gouvernement au début de la guerre. Ça, c'est du coup selon donc les rumeurs, c'est que du coup, ils vont moins couvrir ce genre de sujet pour ne pas créer la guerre interne, pour ne pas aider l'ennemi. Ça, c'était peut-être c'était tenu pendant quelques mois. Mais après, bien sûr, la presse ukrainienne, la presse libre, et en plus, à renforcer avec la société civile ukrainienne. Il y a une ONG, une ukrainienne, qui est importante aussi dans cette lutte contre la corruption, qui sort ses histoires aussi. Il n'est pas seul. Il y a plusieurs. Il y a le Centre pour la lutte avec la corruption. Il y a l'ONG qui travaille le NACO, qui travaille que autour de la corruption dans le secteur de la défense et dans le ministère et autour de Ukroboronprom. Et donc, tout
tout ça, c'est tenu, ce pacte qui est bien sûr une théorie, du coup, c'est tenu peut-être quelques mois. Mais ensuite, bien sûr, tout est revenu sur les rails, et c'est-à-dire que la société civile, la presse, etc., comme elle fonctionnait avant, elle fonctionne aujourd'hui. Et donc, bien sûr, ça met sous pression le gouvernement, ce qui est normal dans cette condition, parce que quand la population est mobilisée surtout autour de l'armée, donc toute la population, c'est ça en quoi elle croit. Elle ne croit pas en Zelensky, elle ne croit pas en tel ou tel leader, elle croit surtout dans l'armée, parce que c'est là où sont les pères, les frères, etc. Et donc, c'est là où c'est important pour Zelensky de faire le point qu'il continue la lutte contre la corruption. Pas seulement pour les internationaux et pour les partenaires occidentaux, mais pour l'intérieur aussi. Guillaume Lescroza, c'est un peu étonnant que ça soit, je dirais, renié de l'intérieur, cette armée ukrainienne. Est-ce les cas, finalement, cette corruption? Alors, c'est des tas pour les achats de munitions, pour les achats de treillis d'un autre côté. Enfin, c'est endémique. Alors, de toute façon, à partir du moment où il y a une guerre, il y a forcément des profiteurs de guerre. Alors, qu'ils soient au sein du gouvernement, qu'ils soient des intermédiaires. Traditionnellement, la corruption, notamment dans ces périodes-là, accompagne les faits de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça intervient à un moment, donc après le sommet de Vilnius, et il faut quand même rappeler que dans les conditions, voilà, le sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Vilnius au mois de juillet, et dans les conditions d'adhésion à l'OTAN, il y a toujours un point important qui est fait sur la lutte contre la corruption, et notamment la manière dont le ministère de la Défense, ou les ministères, sécurité, défense, sont justement en lien avec un contrôle démocratique des forces armées. C'est pas simplement le contrôle, tout simplement, de la manière dont les armées opèrent, mais aussi la manière dont les marchés sont passés pour lutter contre la corruption. Et donc on peut voir ça comme autant de signaux, pas simplement maintenant, mais que Zelensky n'a cessé de donner pour dire à ses partenaires européens, au moment même où il en a le plus besoin, continuez aussi à me fournir des équipements militaires et ce dont j'ai besoin, parce que je vous montre et je vous prouve que je lutte contre la corruption. Et donc ça intervient à un moment, en plus, où on dit que la contre-offensive piétine, ce qui est sans doute beaucoup moins vrai que ce qui est dit, mais c'est un signal qui est à la fois envoyé, comme on vient de le dire, à l'intérieur, vers les Ukrainiens, mais aussi vers les partenaires internationaux. Jean de Guignacy, c'est un signal politique donc, de Zelensky, là, de limoger son ministre de la Défense. Vous parliez de fatigue, tout de même, Anastasia, mais au-delà de ça, ça correspond à on fait le ménage. Oui, enfin, je crois que ça vient très bien d'être expliqué. J'ajouterai une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en 2019, Zelensky a été élu sur 2 thèmes. Premier thème, on va faire la paix avec la Russie. Bon, après l'invasion russe, c'est raté. Et deuxième thème, c'est la lutte contre la corruption. Donc, et là, les deux se font une espèce de fusion. Il y a à la fois la guerre et en plus de la corruption. Donc, il faut absolument qu'il réagisse. Donc, vis-à-vis de son opinion et vis-à-vis de l'extérieur, comme il a été dit, il y a une exigence de l'OTAN et aussi des donateurs bilatéraux, parce que les Américains, à un moment ou un autre, vont commencer à regarder d'assez près ce qu'on fait de leur argent. À un moment, en plus, où effectivement, il y a une contestation, en tout cas auprès d'un certain nombre d'Américains au Congrès, sur l'aide... Oui. En Ukraine, ça a aussi un lien. Régis, sur justement le système, c'est 116e pays l'Ukraine sur 180. Ça, c'est l'indice de perception de la corruption. Donc, elle reste encore très mal classée. Donc, ce geste politique de Zelensky est important aujourd'hui. Pourquoi est-ce corrompu à ce point l'Ukraine ? Le pays reste certainement très corrompu. C'est vraiment l'héritage de la sortie de l'Union soviétique. Et il n'y a pas de doute sur ce point, effectivement. Et même pendant la guerre, et même sous Zelensky, cela continue et c'est visiblement très, très important. Mais je modérerai un peu ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression que ce n'est pas non plus la seule raison qui explique cette démission du ministre. Reznikov a vraiment une très bonne réputation. Les sources que je peux avoir, les gens qui l'ont côtoyé... quelqu'un d'honnête, et d'ailleurs il n'est pas accusé lui-même de corruption. Donc éventuellement ce dont on l'accuse, c'est de ne pas avoir su tenir suffisamment son ministère et de ne pas avoir empêché la corruption à un moment où c'est extrêmement important effectivement, puisqu'il y a des réticences en Occident à fournir de l'armement à l'Ukraine, et dans ce cas-là les adversaires du soutien à l'Ukraine ont tendance à dire pourquoi aidons-nous un pays aussi corrompu, etc. Mais vous voyez par exemple ce qui se dit ce soir, on verra si ce sera avéré, mais Reznikov
pourrait devenir ambassadeur, par exemple, à Londres, ce qui est peut-être le poste, après celui de Washington, le plus important dans la diplomatie ukrainienne aujourd'hui. Et donc, c'est la preuve que la confiance règne certainement encore et que c'est quelqu'un de qualité. Je crois qu'il y a aussi d'autres raisons. On dit que lui-même était fatigué, qu'il voulait se retirer de ce poste. C'est pas un poste qu'il a voulu, c'est plutôt un juriste. Donc, on l'annonce aussi éventuellement au ministère de la Justice. Nous verrons si cela se confirme. Mais en tout cas, je crois que c'est à la rencontre de sa volonté de partir, d'un besoin de changer, d'envoyer des signaux. On reviendra sans doute plus tard dans le débat sur la personnalité de son successeur et dont le pédigré, si j'ose dire, donne aussi des signaux sur les intentions ukrainiennes dans la suite de la guerre. Oui, son successeur, donc Roustem Oumerov. On va y revenir. Juste un mot encore sur la corruption, Anastasia. Ce limogeage coïncide avec l'arrestation de Ihor Kolomoïski. Alors lui, pour le coup, c'est un milliardaire, en fait un oligarque, on peut le dire, ukrainien, qui était d'ailleurs vraiment avec propriétaire d'actifs médiatiques, pétroliers, autour de la banque privée, très influent dans le monde politique, justement. Il possédait une chaîne de télévision qui a un peu fait le candidat Zelensky. Donc ça aussi, c'est pas une coïncidence. Non. Et déjà, c'est pas la première campagne contre Kolomoïski, qui était le oligarque, un des plus, vraiment peut-être le plus puissant de l'Ukraine, et qui possédait aussi beaucoup de capital donc, social. Et le banque que vous avez cité, Privatbank, c'était le plus grand banque donc, de l'Ukraine. Donc vraiment, cette campagne contre Kolomoïski, elle a commencé ironiquement juste après que Zelensky est devenu président, et quand Kolomoïski était considéré être la personne qui l'a fait. Mais du coup, tuer son père, c'est resté dans la tradition. Et Kolomoïski, il faut se rappeler aussi, ça fait partie juste de toute une liste de douzaines de personnes limogées, surtout depuis l'invasion, surtout depuis février cette année. On a vu, ils ont passé des ministres, des personnes dans le Parlement, et Zelensky, tout dernièrement, a fait une proposition de la loi dans le Parlement qui équiterait la corruption à trahison. Parce que justement, dans les conditions de la guerre, pour vraiment faire peur, je veux juste dire... La corruption devient donc un crime de trahison. Et oui, et ce qui est important, c'est que bien sûr, chaque système a des erreurs. On se rappelle de François Fillon, il y a la corruption pas qu'en Ukraine, et aussi d'autres exemples illustres même dans le Sénat français. Il y a plusieurs enquêtes judiciaires ouvertes pour la corruption financière, mais justement, et pour les crimes financiers. Mais juste pour dire que ce qui est important, c'est pas l'erreur qui existe dans chaque système, mais c'est les réactions du système sur l'erreur. Et là, l'Ukraine, même dans ce même index de Transparency International que vous avez cité, aujourd'hui, c'est sur 109e place, mais en 2013... 116e place. 116e. En 2013, c'était à 140e place. Donc ça progresse. Ça progresse. Et surtout, aujourd'hui, pour la première fois, les organes qui implémentent justement qui implémentent les arrestations et les perquisitions des personnes très puissantes, comme SBU, l'organe qui est lié et avec la police, avec l'organe d'investigation, aujourd'hui, il a tout le pouvoir pour le faire, pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Ukraine. Alors en plus, Guillaume Lascompiarias, il faut rappeler que justement Kolomoïski a été sanctionné par les Américains. Donc est-ce que c'était aussi un signe du côté de la justice américaine qui l'accuse d'implication dans la corruption et de blanchiment d'argent? Donc c'était un peu autour des Ukrainiens finalement. On revient sur tout à fait cette nécessité d'envoyer un signal au plus important des partenaires bilatéraux, les États-Unis. Les États-Unis, effectivement, on l'a rappelé, sont aussi à un moment où ils commencent à, non pas questionner, mais à s'interroger sur la durabilité de leur soutien et de la succession de packages. On sait que Biden a un peu de difficulté à faire passer ces derniers packages de soutien à l'Ukraine, que la campagne pour la présidentielle américaine de novembre va se lancer dans les semaines qui viennent, si elle a déjà en partie commencé pour les primaires. Et c'est vrai que le soutien à l'Ukraine dépend encore aujourd'hui quand même très largement du soutien américain. Du côté européen, c'est vrai que cette question sur la corruption est moins présente, mais du côté, en revanche, de l'Union européenne, c'est aussi un critère essentiel. Et on sait pour la fameuse adhésion. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'Ukraine, elle joue quand même dans les deux cours, OTAN et Union européenne, et elle est obligée, dans les deux cas, de montrer qu'elle fait patte blanche. Et effectivement, quoi de plus beau que de démontrer que, y compris quelqu'un qui a mis en avant Zelensky, eh bien que Zelensky est capable de s'abstenir ou de rester fidèle à il est d'abord fidèle à l'Ukraine. Et je trouve que, en termes de figure politique, c'est un geste assez important. Et Jake Sullivan, le conseiller américain d'ailleurs, a rencontré, me semble-t-il, 3 officiels ukrainiens. Ça devait être la semaine dernière. Est-ce que
que c'était justement pour leur dire, Jean de Glignasti, allez, il faut aller plus loin dans la lutte contre la corruption? J'imagine, mais je n'en sais rien à vrai dire. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est étonnant, c'est que Kolomoïski ait survécu si longtemps, en fait. Et il y a plusieurs raisons à cela. Il n'y a pas uniquement, comme il a été dit à juste titre, ces liens personnels, puisque One Plus One a été la télévision qui a permis le succès de Zelensky. Mais il y a un autre élément dont beaucoup d'Ukrainiens se souviennent, c'est qu'en fait, Kolomoïski a sauvé Dnipro. Parce qu'il a levé ses propres milices. Il y a eu un moment où tous ces oligarques qui avaient des fiefs, on se demandait s'ils n'allaient pas basculer dans le camp russe. Et lui, il a clairement, dès le début, opposé ses milices aux tentatives des pro-russes de prendre Dnipro. Et en fait, il a sauvé, d'une certaine façon, la rive gauche du Dniepr en 2014. Donc c'est un patriote qui devient un traître à la patrie. Je dirais selon la nouvelle ça, parce que ses intérêts étaient en cause quand même. Il a arbitré ses intérêts ukrainiens et donc en faveur des Ukrainiens contre ses intérêts russes, comme tous les oligarques ukrainiens l'ont fait à ce moment-là. Régis. Oui, son arrestation peut surprendre en un sens, puisqu'il est précisément l'oligarque qui est le moins pro-russe de toute la galaxie des oligarques, ou de presque toute la galaxie des oligarques russes. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus près de la Russie, notamment Dmitro Firtash, qui était l'homme des contrats gaziers entre la Russie et l'Ukraine, et qui est quelqu'un qui d'ailleurs fait l'objet d'un mandat d'arrêt, enfin en tout cas qui est encore libre, mais sous caution en Autriche. Et puis il y a l'homme le plus riche d'Ukraine, qui est Rinat Armetov, qui aussi doit une grande partie de sa fortune et qui est très lié à la Russie. Ce sont des gens très discrets d'ailleurs depuis le début de la guerre. Kolomoïski est quelqu'un d'important effectivement dans l'ascension de Zelensky et à vrai dire Zelensky depuis le début n'a agi contre Kolomoïski que parce que forcé par l'Occident. Et là on peut noter le rôle notable tant des États-Unis que de l'Europe en conditionnant les soutiens financiers notamment à travers par exemple le Fonds monétaire international en 2020, si je me souviens bien, 5 milliards de prêts qui avaient été conditionnés à l'adoption d'une loi qu'on a appelée la loi anti-Kolomoïski pour être certain que ce ne soit pas lui qui pioche dans cette somme d'argent. Mais bon, voilà, la politique, ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas des bons sentiments, ce sont des rapports de force et l'Occident aussi fonctionne de cette façon, bien sûr. Ouais, rapport de force dans lequel Kolomoïski a fini par perdre, si je comprends bien, par rapport à d'autres. Donc, c'est ce que dit Régis. Je pense que ce que dit Régis, c'est qu'il a listé quelques oligarques les plus importants ensemble avec Kolomoïski. Ils ont tous quand même beaucoup perdu. Sauf si, là, je pense à Armetov quand même, elle est quand même candidate pour une grande partie de l'argent de la reconstruction avec DTEC, son entreprise qui détient 50% du système électrique de l'Ukraine, énergétique de l'Ukraine. Mais justement, ils ont tous beaucoup perdu. Mais je veux revenir sur Kolomoïski, c'est que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé en 2022. Vraiment, la chasse à Kolomoïski a commencé dès l'arrivée de Zelensky, parce que c'était une des choses qui était mise vraiment dans la face de Zelensky, dans la figure, dès son arrivée, c'est qu'il est dépendant des oligarques, et pas seulement de Kolomoïski, parce que ça ne jamais un seul oligarque qui façon les leaders. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y en aura toujours un peu quand même de cette corruption auprès de certains oligarques, on en choisit certains, on en garde... certains sont condamnés, d'autres... Et justement, non. Et justement, je pense que c'est tous les oligarques, ceux qui disaient Régis, c'est tous ces oligarques-là, y compris le plus important, ils ont perdu. Ils ont perdu. Mais ils sont tous sur la liste, ils vont tous se retrouver arrêtés, comme c'est le cas justement pour Kolomoïski. Il n'y avait pas seulement pour Kolomoïski qui avait des perquisitions, qui avait des prix, etc. Et ce qui se passe en Ukraine, ce qui est le plus important, c'est le phénomène systémique. C'est de ne pas regarder telle ou telle personne, mais regarder le système. Et dans le système, ce qu'on voit, c'est que des anciens de régime de Old Guard, ils perdent leur prise. Ce sont des anciens, ils perdent leur prise. Quelles seront les nouvelles élites de l'Ukraine? C'est ça la question. Et c'est le changement de l'élite. Il y aura une nouvelle élite, effectivement. Il y a un changement d'élite en ce moment. Il y a un changement d'élite. Vous êtes d'accord? Alors, surtout, si on se projette un peu, il y aura probablement aussi une volonté de ceux qui ont versé leur sang d'avoir voix au chapitre. C'est-à-dire que dans toutes les sorties de guerre, on l'observe, ceux qui ont été au combat, ceux qui ont investi, ceux qui ont versé leur sang
pour la patrie, pour la cause, etc. Cela exige une voix et clairement, même si effectivement ces anciens ont joué un rôle, il ne faut pas non plus négliger effectivement par leur milice, par leur investissement, par le fait d'avoir levé des bataillons, de les avoir armés, eh bien, il y aura la nécessité de, sinon d'opérer une transformation, de changer un peu la donne et de faire émerger des nouvelles élites. Alors, le problème de ces nouvelles élites, c'est qu'il faudra quand même répondre à 3 exigences. Déjà, il faudra qu'elles connaissent l'écosystème dans lequel elles vont rentrer pour ne pas commettre les mêmes erreurs, parce que voilà, il faudra qu'elles soient formées un petit peu aux nouvelles règles du management et des exigences internationales. Et puis aussi, il faudra que, tout simplement, elles soient reconnues en interne. Et pour ça, il y aura probablement des compétitions qu'on observera, et c'est un peu se projeter un peu trop loin en avance. Moi, ce que j'observe en revanche, et c'est un point qu'on a déjà souligné, c'est à quel point cette nécessité de nettoyer se caractérise à tous les niveaux. Et Zelensky est capable aussi bien de s'adresser de faire un petit peu de l'entrisme jusqu'au chef du recrutement au niveau les plus bas pour assurer la permanence de l'armée, jusqu'au haut cercle du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une forme de capacité à embrasser la totalité du spectre pour renouveler l'ensemble du personnel. Alors Jean de Glignassi, le remplaçant de Reznikov, c'est Roustem Oumerov. Alors lui, il est directeur des fonds des biens d'État d'Ukraine. Bon, il doit encore être confirmé par le Parlement, c'est pas encore complètement officiel. Un Tatar de Crimée, manifestement ça a son importance, financier, ancien député au sein du parti d'opposition. Et il était négociateur en chef de l'accord sur les céréales et dans, en tout cas, les échanges de prisonniers. C'est cela? Il devient quoi? Quelqu'un de clé dans le système Zelensky aujourd'hui? Qui est-il? Dans le système aujourd'hui, oui, enfin, il fait partie des équipes de négociation. Il peut devenir quelqu'un de clé parce qu'évidemment, le fait de le nommer ministre de la Défense a un sens au moins symbolique très lourd, puisqu'il vient de Crimée, Tatar de Crimée, et ça veut dire que la reconquête de la Crimée est vraiment une priorité pour l'armée ukrainienne. Sinon, effectivement, il a peut-être négocié l'accord des céréales. Je ne sais pas s'il était tête de délégation, mais il y était, et donc c'est quelqu'un qui est au fait des affaires. C'est pas un banquier venu de nulle part. Il est au cœur des affaires publiques. Sur les questions de défense, c'est vrai que ça paraît un peu étonnant. C'est pas sa spécialité. Il a fait partie d'une commission, je crois, de défense à la Rada, ou je sais pas, mais c'est pas sa spécialité. Mais on n'a pas besoin. C'est un civil. Il faut que ça soit un civil. Il faut que ce soit un civil, Anastasia. Oui. Effectivement, c'est un lien avec la tradition des pays de l'OTAN d'avoir le civil en tête, mais je veux dire qu'il a quand même quelque chose à faire avec la défense, parce que c'est lui qui a mené des négociations avec les pays qui ne veulent pas être allumés sur leur aide militaire à l'Ukraine. Donc il a quand même mené les négociations sur 2000 personnes qui ont été échangées entre l'Ukraine et la Russie depuis l'invasion totale de l'Ukraine. Les prisonniers dernière, le prisonnier ou le civil, et ensuite aussi avec les pays qui n'annoncent pas leur aide militaire concrètement, mais qui le donnent. Et donc lui, officieusement depuis un an et demi. Donc c'est quand même pas complètement une novice. Régis Janté, justement sur ce Roustem Oumerov. Il faut aussi dire d'ailleurs que c'était le patron du renseignement militaire, Kirilo Boudanov, qui lui a refusé le poste. Pourquoi d'ailleurs? Parce que ce ministère avait trop mauvaise réputation? Non, je pense pas. Sur le refus de Boudanov, je ne saurais pas l'expliquer. En tout cas, le choix du personnage est important. Comme Jean de Glignassi vient de l'expliquer, le fait que ce soit quelqu'un originaire de Crimée, c'est quand même un signal important. Et on sait que c'est un des objectifs de guerre affichés, répétés par le leadership ukrainien, que la Crimée fait partie de l'Ukraine et doit être reprise au terme de la guerre. Ethniquement, c'est quand même quelque chose d'important. C'est une manière de dire que l'Ukraine, eh bien, c'est un pays fait de multiples groupes ethniques, disons, et que chacun a sa place dans le gouvernement, et nommer quelqu'un dans une guerre aussi importante que celle-ci qui n'est pas ukrainien ethniquement, je crois que ça, dans l'ancien espace post-soviétique, c'est très important. Le fait que ça soit un civil aussi, comme Anastasia l'a rappelé, effectivement, c'est une manière pour l'Ukraine de montrer qu'on est tout à fait dans la ligne otanienne. Et puis, c'est quelqu'un qui vient du monde des affaires. Alors, les questions purement militaires, de stratégie militaire, de défense, de contre-offensive, ne sont pas prises par le ministre.
Ça, c'est vraiment comment dire, le sujet, le domaine réservé du chef d'état-major, notamment du commandant des armées, et puis certainement du président également. Pas le ministre. Le ministre a plutôt des tâches, et le ministère de la Défense, vraiment des tâches qui sont très liées à la question de la logistique et qui sont aussi très problématiques. On dit que c'est une des raisons pour lesquelles Reznikov était affaibli et on a pu accepter sa démission ou le pousser vers la sortie. Ça, je ne sais pas, mais c'est notamment qu'on est assez peu satisfait de la manière dont la logistique est gérée, notamment pour importer ou pour amener au sein de l'Ukraine les armements occidentaux qui sont fournis par l'Occident, quoi. Et donc là, on dit que c'est quelqu'un qui est extrêmement lié, connecté dans le domaine des affaires, donc ça pourrait l'aider pour accomplir ses tâches logistiques. Et puis, autre chose importante, c'est quelqu'un qui parle turc, qui parle anglais, mais qui parle turc et qui semble avoir des liens avec la Turquie. Et comme souvent, d'ailleurs, les Tatars de Crimée sont un peu sous l'aile protectrice de la Turquie. Et il va de soi que ces questions de logistique, les questions qui ont trait aussi évidemment à l'exportation des céréales et tout ce qu'on peut faire passer par la mer Noire, eh bien, peut jouer un rôle important. Et on peut penser que Umerov a peut-être un accès privilégié, en tout cas plus de facilité pour aussi négocier avec la Turquie, qui est un acteur clé, évidemment, dans cette guerre pour l'Ukraine. On va y revenir, hein, parce qu'il y a eu en plus donc cette réunion entre Erdogan et Poutine aujourd'hui à Sochi. Un mot, Anastasia, tout de même, sur ce patron du renseignement militaire, Kirilo Boudanov, dont le nom a beaucoup circulé pour prendre justement la place de Reznikov. Quelle est votre analyse sur son refus? C'est mon humble opinion, vraiment, j'ai aucune information dessus, mais c'est vrai que dans le sens pourquoi lui, personnellement, il a refusé, mais je pense qu'il est bien sur son poste d'aujourd'hui. Et chacun s'efforce aujourd'hui, si on regarde si on regarde le choix de personnalité dans le cadre de la politique étrangère de l'Ukraine aujourd'hui, de la stratégie, ils veulent pas seulement de continuer à obtenir des armements de l'aide de l'Occident, mais aussi d'accroître leurs relations avec ce qui s'appelle le Sud global, donc ou l'Orient, aussi le Moyen-Orient. Et ce qui est important chez Umerov, ce que Boudanov n'a pas, c'est Umerov, il est par exemple un musulman. Ça aide pas seulement dans les relations avec la Turquie, mais aussi dans les relations avec le Moyen-Orient. Si on regarde sa biographie, il a beaucoup voyagé en Moyen-Orient, il a beaucoup rencontré des leaders de là-bas, de la part de l'Ukraine aussi, en partie des délégations officielles. Et lui, il peut être justement le vecteur de développement de cette politique quand la mise va pas être juste sur les États-Unis, mais justement aussi sur d'autres acteurs dont l'opinion peut encore être bousculée. Oui, j'en voulais en fait rajouter deux choses sur ce point-là, justement. L'importance de... c'est plutôt un bon choix, en tout cas, si je comprends bien. C'est plutôt un choix assez intéressant parce que, comme il a été rappelé, effectivement, il va d'abord préparer les outils qui permettent de mener les opérations. Cette séparation, on la trouve partout, hein. Les ministères des armées ou des défenses, ils préparent l'outil et effectivement, ce sont les opérationnels, ce sont le chef d'état-major des armées, le patron du renseignement, qui sont en fait dans une véritable séparation entre celui qui prépare et celui qui fait, entre les opérationnels et ceux qui organisent. Et de ce côté-là, il y a une bonne séparation. Et là encore, ça va satisfaire ceux qui considèrent que justement l'Ukraine progresse vers son attachement à l'OTAN. La deuxième dimension, c'est que le lien avec la Turquie, il est d'autant plus essentiel qu'il dépasse de loin la question des céréales. C'est aussi la Turquie, un de ceux qui a promis et qui a mis en avant la livraison de quand même pas mal de matériel militaire, et notamment les fameux drones, hein, les Bayraktar. Mais au-delà de ça, dans les coopérations entre la Turquie et l'Ukraine, vous avez tous les dialogues autour de l'usine, du conglomérat Motor Sich, qui est aujourd'hui l'entreprise véritablement de très haute technologie, hein, qui fournit plus seulement des moteurs d'avion, mais aussi les moteurs de drones ou les missiles, qui sont une des composantes essentielles. Et le lien entre Motor Sich et la Turquie est assez récent, mais il est en progression. Donc on peut comprendre pourquoi est-ce que la désignation d'Umerov fait aussi sens. Ce limogeage, en tout cas, du ministère de la Défense, Reznikov, et cette nomination d'Umerov coïncide avec quelques victoires donc, de la contre-offensive ukrainienne dans le sud et dans l'est. L'Ukraine a déclaré aujourd'hui avoir repris le contrôle de davantage de territoires sur le front oriental et de progresser dans sa contre-offensive contre les forces russes, en tout cas dans le sud du pays. On va écouter la vice-ministre de la Défense ukrainienne.
Au sud, les forces armées ukrainiennes poursuivent leurs opérations offensives dans le secteur de Melitopol. Quelques succès ont été enregistrés près de Novo-Danilivka et Novo-Prokopivka. Les forces armées ukrainiennes s'y fixent désormais. Au total, dans la direction de Bakhmout, 47 km² ont été libérés par les forces armées ukrainiennes. Au cours de la semaine dernière, la zone libérée a augmenté de 3 km². Jean de Guignas, si je m'adresse aux diplomates, la zone libérée a augmenté de 3 km² en une semaine dans les environs de Bakhmout. On sent que c'est très difficile. Oui, on sent l'âpreté des combats. 3 km² en une semaine. Pour l'instant, c'est très difficile d'avoir une évaluation du résultat des combats. On croit savoir, et je pense que c'est le cas, que les Ukrainiens ont percé la première ligne, mais la deuxième est encore là, et il y a beaucoup d'experts qui estiment que ça ne sera pas pour cette fois-ci, ça sera pour la prochaine fois. Mais on n'en sait rien, c'est très difficile de dire. Il y a quand même le brouillard de la guerre, et les Ukrainiens ne souhaitent pas donner les informations, toutes les informations. Régis, en tout cas, il y a des doutes qui sont émis sur la stratégie ukrainienne sur le terrain du côté du Pentagone. Certains disent que leur stratégie est trop dispersée. Donc Jake Sullivan a vu d'ailleurs ces autorités ukrainiennes pour les pousser à faire le ménage. Il y a tout de même on sent une espèce de fatigue côté en tout cas américain, auprès de certains Américains, quant à l'aide auprès des Ukrainiens. Ça compte aussi dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, à la fois donc le ménage et en même temps ces déclarations de la vice-ministre sur la contre-offensive. Oui, certainement, pour avoir passé ma journée d'ailleurs avec un nombre d'experts, d'anciens diplomates, militaires américains aujourd'hui, et avoir discuté de ces questions, ils sont aussi parfois très critiques eux-mêmes, en disant que c'est un peu facile de critiquer l'Ukraine si elle avait reçu beaucoup plus d'armes et beaucoup plus tôt surtout. Eh bien, les Russes n'auraient pas pu faire, c'est probablement 3 lignes de défense qu'on appelle les lignes de défense Sourovikine, et donc aujourd'hui, il serait plus facile de les reprendre. Il est quasiment impossible aujourd'hui quand vous avez 3 lignes de défense. On sait que militairement, il est toujours plus facile, enfin c'est beaucoup plus coûteux en tout cas de prendre, d'avancer, d'être à l'offensive que d'être à la défensive, position dans laquelle se trouve aujourd'hui la Russie. Donc ce débat est assez difficile à appréhender, il faut être très prudent avec, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens aussi qui essaient de s'excuser, mais qui ne voient pas la réalité des choses, c'est que l'Ukraine ne peut résister et jouer jouer ses cartes dans ce moment aussi important pour la défense du monde libre, de la démocratie, et pas seulement en Ukraine, bien au-delà, si elle n'est pas armée beaucoup plus lourdement par l'Occident. Mais est-ce que justement, Anastasia, ce n'est pas clé aujourd'hui pour les Ukrainiens, on le voit avec ce type de déclaration, de continuer à convaincre l'opinion américaine, mais aussi leur propre opinion, parce que l'opinion finalement ukrainienne souhaite qu'il y ait un ménage du côté de la corruption. Donc il y a des déclarations de fait pour vraiment... Cette opinion, elle fait partie finalement de cette guerre. L'opinion ukrainienne, il est... tous les polls possibles et imaginables montrent à 97-95% pour la continuation de la guerre. Personne ne veut céder, rien du tout, parce qu'il ne s'agit pas vraiment des territoires, il s'agit des personnes. On a tous vu ce qui se passe avec les personnes dans les territoires occupés. Mais ce qui est vraiment étonnant du côté de l'Occident aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà tout cet discours sur la fatigue quand les gens ne participent pas vraiment au combat. Mais deuxièmement, c'est vraiment la séquence dans laquelle c'était fait. C'est quand même assez hypocrite d'aujourd'hui de critiquer par les Américains, donc les Ukrainiens qui ont pris ces décisions de faire contre-offensive, parce que à tous les Ukrainiens qui ont suivi les problématiques de la défense, ça semblait comme s'ils étaient poussés vers la contre-offensive avant d'avoir reçu et les F-16, qu'aujourd'hui peut-être ils vont recevoir jusqu'à la fin de l'année. Certains Américains disent que ça ne va pas changer la donne véritablement, cette livraison des F-16. Mais justement, tout ça, le temps qui était perdu en négociation de livraison de missiles de long rangée, de moyens rangés, de F-16 et de tanks, tout ce temps était utilisé par les Russes pour monter les fameuses lignes de la défense. Ils ont eu du temps pour le faire. Et une fois que les Russes ont été donnés par l'Occident le temps pour le faire, là, l'Occident a créé après la pression sur l'Ukraine pour commencer la contre-offensive. Et maintenant, 3 mois plus tard, ils reviennent et disent, mais regardez, les 90 jours, les vacances d'été sont passées, nous on revient de la plage, et vous n'avez pas du tout avancé, c'est que 3 km². Mais du coup, mais oui, qu'est-ce que vous avez pensé? Donc si vous donnez tout le temps à l'ennemi, c'était quand même 9 mois étaient donnés pour, ou même 1 an et demi, si on veut,
oui, pour faire toute la défense. Et ensuite, on revient de la plage et tout va mal. Donc pour vous, c'est la lenteur de la livraison finalement des armes occidentales qui est responsable de ce qui l'hypocrisie se passe. totale de comment cette contre-offensive a été même préparée par l'Occident. Parce que c'est quand même l'Occident, il a dit qu'il va déclarer qu'il va soutenir l'Ukraine. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas donné aucun moyen, sauf le moyen humain, pour maintenant aller et franchir les champs de mines qui ont été créés à cause de la lenteur de la négociation. Guillaume, je pense que alors, je remettrai les choses en perspective parce que c'est assez facile de juger un peu rétrospectivement et d'accuser les Européens, les Américains d'avoir été trop lents, ce qui est vrai. Mais il y a une réalité, c'est-à-dire que c'est deux façons de faire la guerre et de voir la conflictualité qui sont aussi différentes. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont cessé de le rappeler, et puis c'est aussi une réalité, leur grande... le côté névralgique de leur point de gravité, c'est à la fois la profondeur stratégique qui est l'armement donné par les Occidentaux et puis le fait d'avoir suffisamment de combattants. Il y a une vraie question derrière, c'est la question de la démographie et c'est pour ça la question des pertes est essentielle. Le deuxième point qui est vrai, c'est que justement pour préserver leurs hommes, ils ont besoin donc d'armement à longue portée, de chars, de canons, enfin tout ce que l'on peut avoir comme panoplie. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette capacité à aujourd'hui franchir des lignes de défense extrêmement denses, battues par les feux, avec des mines, en réalité, les Européens et les Américains, la manière dont ils le présentent, c'est que eux-mêmes admettent qu'ils ne seraient pas capables de faire sans avion, sans équipe de déminage, c'est-à-dire toutes les choses qu'ils n'ont soit pas vues, soit qu'on ne sait plus aussi faire. C'est-à-dire que donner des chars batteurs de fléaux, c'est-à-dire capables de franchir un champ de mine, eh bien, il n'y en a plus dans l'arsenal occidental. C'est-à-dire que c'est une difficulté aussi de vendre ou de capacité à mener un conflit alors qu'on ne sait plus véritablement faire. Il y a une inadaptation finalement entre les armements d'aujourd'hui et cette guerre. Une difficulté ou une nécessité d'être capable de, effectivement, et puis il faut rappeler la question du parapluie aérien et c'est vrai que là, cette question du nombre de F-16 Mais pourquoi certains Américains disent que ça ne va pas changer la donne? Parce que si vraiment on devait avoir un nombre de F-16 conséquent, il en faudrait à peu près 260 parce que pour avoir des F-16, il vous faut un nombre de chasseurs qui sont en vol. Il en faut certains pour justement les remplacer. Il faut les équipages pour s'entraîner. Il faut la capacité à remonter en puissance et remplacer les pertes inévitables qui arriveront dans un des ciels qui est les plus défendus par la défense antiaérienne. Bref, avec 40 F-16 qui vont arriver d'ici à 2025, eh bien, on échelonne, et là encore, on donne trop lentement, et finalement en oubliant que la clé du succès, c'est la rapidité. Donc je rejoins ce que disait Jean de Galesti, eh bien, ce sera probablement difficile d'obtenir un effet véritablement stratégique d'ici probablement l'automne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ajouterais quand même qu'on a fait un énorme effort pour les Ukrainiens qui, au début, avaient mis la priorité plutôt sur la défense antiaérienne que sur la force aérienne. Je dirais que je comprends parfaitement la réaction ukrainienne quand on leur dit c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est le sang ukrainien qui coule, c'est aux Ukrainiens de décider. Ce qui me gêne un peu, c'est de rentrer dans une problématique où s'il y a une défaite ukrainienne, ça sera de la faute des Occidentaux. Ça me gêne. Ça me gêne parce que jamais dans l'histoire, on a fait un effort de guerre aussi important dans un délai aussi court. Donc en fait, on est dans un débat un peu biaisé de part et d'autre là-dessus. Je pense que quand les Ukrainiens auront gagné, tout ça, la victoire n'a que des amis, hein, donc ça réglera le problème. Mais je pense que l'Occident et la France en particulier a fait un gros effort. Régis, je sais que vous voulez réagir. Oui, non, je souscris à ce qui a été dit sur le fait qu'il y a des raisons objectives, effectivement, dans la qualité ou le type d'armement qu'on produit aujourd'hui, le type de guerre que l'on mène, etc. On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire les Ukrainiens, depuis très longtemps, rappellent qu'il y a un problème de timing, qu'il faut aller plus vite. Et à chaque fois qu'un kilomètre carré est perdu, eh ben, il faut beaucoup plus de temps, ça coûte beaucoup de vie d'aller le récupérer.
Et ces raisons ont effectivement, les retards occidentaux, si on peut dire, ont des raisons. C'est aussi parce qu'on est des démocraties, qu'il y a un débat et qu'on ne prend pas des décisions tout seul, comme on peut le prendre dans un régime autoritaire, effectivement. Mais on comprend leur urgence, quoi. Sur les méthodes de combat, et effectivement, c'est une armée qui est en transition. Je discutais récemment avec des officiers qui ont formé l'Ukraine depuis 2014, depuis le début de la guerre, en fait, et qui racontent combien on est progressivement passé à un autre type d'armée, si on peut dire. Par exemple, des pays européens ont formé l'armée ukrainienne pour avoir des cadres intermédiaires, des officiers de rang moyen, ce qui n'existe pas dans les armées soviétiques. Vous avez les officiers supérieurs, si je puis dire, et puis très peu de rangs entre ensuite le militant du rang. C'est toute une autre conception, en fait, de l'armée, et il a fallu faire cela en quelques années, en 6-7 ans, alors que c'est une véritable révolution, et ça explique en partie peut-être aussi effectivement les incompréhensions entre l'Occident et l'Ukraine, qui ne sont pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde. Sur la démographie, je crois que c'est Guillaume Lascondarias qui soulignait ça, c'est effectivement important. Ce que j'entends, ce qui me remonte du pays en ce moment, c'est qu'effectivement, on a beaucoup plus d'officiels de l'armée, etc., qui vont à la sortie des restaurants, etc., pour essayer de mobiliser davantage. Il y a un manque d'hommes en ce moment, il y a une fatigue, puisqu'il n'y a pas assez de rotation sur le front aussi. Donc il y a un vrai problème, effectivement, démographique et différent de par le nombre, tout simplement, et aussi par le type de régime qu'est l'Ukraine comparé au type de régime qu'est la Russie. Ouais, il nous reste 2 minutes pour évoquer cette rencontre Poutine-Erdogan. On va écouter tout de suite Vladimir Poutine. C'était au sujet donc de cet accord céréalier dont Poutine s'est retiré au mois de juillet. On l'écoute, le président russe. Nous ne pouvons pas faire ressusciter cet accord céréalier. Je l'ai d'ailleurs dit au président turc. Nous le ferons, quoi qu'il en soit, nous le ferons une fois que toutes les conditions seront remplies. Une fois que les restrictions sur les exportations de produits agricoles russes seront levées. Anastasia, alors là, très clairement, il pose ses conditions. Vladimir Poutine, a priori, on est plutôt dans une impasse en ce qui concerne cet accord sur les céréales. Je pense que Vladimir Poutine, en général, est dans une impasse assez profonde. Et je pense que la sortie de cet accord va être trouvée sans lui, comme Erdogan l'avait déjà annoncé. Et je pense qu'avec d'autres forces, et ça peut être trouvé, et ça va être trouvé, peut-être même en augmentant, par exemple, les passages de céréales, pas par la mer, mais par de voies terrestres. Donc ils vont trouver un accord, malgré... Je pense qu'ils vont trouver un accord, mais peut-être même sans Vladimir Poutine. Je porterai moi le débat sur un autre point, c'est il faut bien voir que les combats en mer Noire se sont accentués ces dernières semaines et que justement c'est parti de cette espèce de pression par laquelle justement Poutine peut essayer d'imposer ses conditions. Lui demande de lever évidemment. Bien évidemment, en mentant. Hein. C'est-à-dire que là encore, il y a tout un mensonge catégorique sur c'est la faute de l'Occident qui a imposé ces sanctions. Il faut relire, hein, les céréales russes n'ont jamais été inclus dans les régimes de sanctions de l'Union européenne. Jean-Luc Vignassi. Oui, alors c'est exact, parce que les céréales ne sont pas dans les sanctions. Il y a une grande question. Est-ce que dans l'accord initial qui a été signé en juillet 2022, il y avait les conditions de Poutine ou pas ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, elles ont été ajoutées par la suite, mais je n'en sais rien. Cet accord, c'est un double accord bilatéral entre, disons, la Turquie et la Russie, et la Turquie et l'Ukraine. Donc, on ne sait pas trop. Et cet accord impliquait effectivement très probablement une conditionnalité que l'Occident devait fournir, alors que l'Occident n'est pas engagé. L'Occident n'a pas pris l'engagement de lever les sanctions sur la banque centrale agricole, enfin la banque agricole russe, sur le fret, sur l'assurance. Il n'a pas pris ces engagements-là. D'où un vice initial de l'accord. Alors maintenant, il y a d'autres solutions qui seront trouvées. Régis, un mot de conclusion là-dessus ? Peut-être encore une fois, souligner l'importance du rôle de la Turquie et de M. Erdogan dans toute la géopolitique régionale. On la voit en Ukraine ici. On sent que M. Erdogan n'est pas du tout impressionné par Poutine et il joue ses cartes face à lui d'égal à égal, si j'ose dire. Et je le vois, par exemple, d'où je vous parle, du Caucase. On sait aussi que la Turquie est devenue un acteur majeur depuis notamment la guerre du Haut-Karabakh en 2020. Donc voilà un acteur qu'il faut vraiment suivre de près. Merci beaucoup, Régis Janté. Vous étiez en direct de Tbilissi. Merci, Anastasia Chapochkina, merci à vous, Jean de Glignasti, merci Guillaume Lascondarias. Merci donc à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur les réseaux sociaux. À demain, restez avec nous.